Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 8 novembre 2024 de votre émission quotidienne consacrée au décryptage de l'actualité. Et désormais, le décryptage sera géopolitique puisque je suis accompagné en plateau par Henri Malosse. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup Henri Malosse d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes ancien président du Comité économique et social européen. Vous êtes désormais président du think tank de Vocal Europe. Oui. Avec nous régulièrement pour discuter notamment des BRICS. L'actualité, monsieur Malosse, c'est l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui. Est-ce que, selon vous, ça peut accélérer l'élargissement des BRICS qui est en cours ? Alors, oui et non. Ok. Oui, d'un côté, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, la philosophie géopolitique de Donald Trump est très proche de celle des BRICS. Respect des souverainetés, pas d'interférence, d'ingérence dans les affaires intérieures des pays. C'est deux points fondamentaux qui lient des pays des BRICS, qui sont par ailleurs extrêmement divers, beaucoup de réticence vis-à-vis des sanctions économiques. Donc, vraisemblablement, les BRICS, qui sont aujourd'hui 9, les 5 fondateurs, plus l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats et l'Iran, 9, vont s'élargir à des pays qui, par ailleurs, ont aussi de bonnes relations avec les États-Unis. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à la Turquie. Et par contre, c'est vrai qu'on voit plus difficilement qu'un pays comme le Venezuela puisse rejoindre les BRICS, parce que là, on peut imaginer l'opposition américaine derrière les Américains. L'opposition, vous savez, dans le système des BRICS, pour être admis, il faut l'accord des 5 pays fondateurs. Et on peut imaginer que l'Inde pourrait avoir des réticences, par exemple, à ce que le Venezuela, avec ce système de fraude électorale, les rejoigne. Mais moi, j'irais même plus loin. Moi, je dirais que finalement, est-ce que les États-Unis de Trump ne rejoindraient-ils pas un jour les BRICS ? Parce qu'en fait, c'est un peu dans l'état d'esprit des républicains, surtout de Trump, une certaine isolationnisme, c'est-à-dire America First. Monsieur Modi dit India First, Monsieur Poutine dit Russia Piervi, Monsieur Xi Jinping dit la même chose. On retrouve un petit peu cette même philosophie. Donc c'est plutôt un rapprochement entre les États-Unis et les BRICS que je vois, que les BRICS ne soient plus vus comme un clan anti-américain, la raison pour laquelle la question peut se poser pour le Venezuela, et ça facilitera donc d'autant plus l'arrivée dans les BRICS de pays qui souhaitent et qui entendent développer, garder de très bonnes relations avec les États-Unis. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est hyper intéressant ce que vous nous dites. Du coup, par la force des choses, on peut supposer que, alors que la question c'était quand même la dédollarisation de l'économie mondiale, et finalement, typiquement, peut-être pas. Alors, vous savez, Vladimir Poutine a dit très récemment qu'il ne s'agissait pas, avec les initiatives monétaires des BRICS, vous savez, le BRICS Pay, le système d'échange transfrontalier avec les monnaies nationales, avec l'idée d'une monnaie commune comme une monnaie d'échange, qu'il ne s'agissait pas donc pour lui, pour la Russie, d'abandonner totalement le dollar. Il a exprimé très récemment, je crois que c'était au colloque économique de Valdai. Donc l'objectif, ce n'est pas d'éliminer le dollar comme monnaie de réserve, comme monnaie d'échange, mais simplement de ne plus en faire l'unique moyen de faire du commerce dans le monde et d'avoir des alternatives, et d'avoir comme alternative ou le système multinational ou peut-être une forme de monnaie commune qui serait d'ailleurs plus une monnaie commune comme l'était l'écu, une monnaie de référence, plutôt qu'une vraie monnaie, qu'une monnaie unique comme peut être l'euro. Donc on comprend bien qu'en fait, effectivement, Américains et BRICS se rejoignent sur 2 thèmes, le respect des souverainetés et pas d'ingérence dans les affaires intérieures. Ça, on commence à bien le saisir. Du coup, par la force des choses, si on reste quand même sur cette idée de créer un système monétaire commun, est-ce que c'est bien utile quand on ne peut pas parler de régionalisation en termes géographiques des BRICS ? Du coup, est-ce que c'est pas finalement quand même encore un outil de communication, ce système monétaire ? Je pense que c'est plus que ça. C'est un outil pour réformer l'ordre mondial. Nous avons un ordre mondial aujourd'hui dominé par l'Occident, le G7. Le G7 représente aujourd'hui de moins en moins de la part du PIB mondial. Les BRICS l'ont dépassé et vont le dépasser encore si d'autres pays les rejoignent. Donc il y a un rééquilibrage. Donc les BRICS, c'est un moyen, un véhicule de rééquilibrage d'un ordre mondial beaucoup plus multipolaire. Et comme on disait, ça va tout à fait dans l'esprit de Trump. Trump, il ne veut pas s'ingérer dans les affaires des autres. Il vient de dire hier, par exemple, qu'il ne s'agissait pas pour lui de renverser le régime iranien, que c'était au peuple iranien de décider
qui les gouvernerait. Donc on entre dans une nouvelle ère. Je crois que le vote massif qu'il y a eu en faveur de Donald Trump, qui a surpris tout le monde, surtout les Européens, surtout les Français, qui étaient, je veux dire, un petit peu matraqués par de la propagande, par des informations pas très justes, c'est que c'est le souhait des Américains de se recentrer sur leurs propres intérêts. Et je crois que c'est un peu le souhait de tout le monde, en fait. Il n'y a que l'Europe qui est en retard un petit peu là-dedans, comme souvent d'ailleurs, qui est en retard d'une guerre ou d'une évolution. Et l'Europe qui va pâtir finalement de ce repli sur soi américain, de cet élargissement des BRICS. L'Europe est entre deux gros blocs. Comme l'Europe est mal barrée, en gros. C'est la grande perdante de toute cette affaire, à l'exception de quelques responsables politiques, comme Viktor Orban en Hongrie, qui a su conserver son rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine, alors que tous les autres qui ont foncé tête baissée dans ce conflit et qui ont suivi les yeux fermés la position de l'administration démocrate, se retrouvent, vous savez, moi je viens de Bruxelles, j'ai vu un peu quelle était l'atmosphère, se retrouvent un jour, je dirais, se retrouvent aujourd'hui abandonnés. Ils regardent derrière eux et derrière eux, il n'y a plus personne. Derrière eux, il y avait Biden et Harris, maintenant il n'y a personne. Maintenant, il n'y a plus personne. Quelle est l'atmosphère à Bruxelles en ce moment? Je dirais dépitée, extrêmement choquée, extrêmement surprise. Mais bon, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens mais peu de gens qui prévoyaient. Et aujourd'hui, moi, je trouve que quelqu'un comme Viktor Orban, président du Conseil européen en ce moment, ce qu'on oublie jusqu'à la fin de l'année, se retrouve de nouveau, curieusement, mais bon, je pense que ça pouvait être prévu, au centre du jeu. C'est ça, on lui a reproché ses accointances avec Vladimir Poutine quand même. Mais c'est pas des accointances. Là je trouve que c'est aussi un mauvais travers. C'est un homme qui dialogue. Vous savez, Viktor Orban, quand il va à Moscou, il n'irait jamais le soir, il rentre toujours chez lui. Les Hongrois se méfient beaucoup des Russes, mais ils connaissent leur géographie. Ouais, la Russie sera toujours à l'est de leur pays, leur voisin, qui a beaucoup de nécessité d'avoir des échanges, ce qui n'empêche pas de contester le régime tel qu'il est. Ce que vous voulez dire, effectivement, on ne parle pas d'accointance, mais de dialogue. Il y a un dialogue nécère à tenir avec Vladimir Poutine. Et maintenant, Viktor Orban peut se poser en médiateur, puisqu'il a aussi... Il était allé à Kiev, il a rencontré Volodymyr Zelensky hier. Ok. Et vous savez comment ça s'est passé? Je pense que maintenant, ça va se passer beaucoup mieux. Justement, parce qu'il peut jouer ce rôle de médiateur. Si vous voulez, pour être médiateur, il faut garder un équilibre des deux côtés. Si vous prenez parti de manière trop forte vis-à-vis d'un côté, vous ne pouvez plus être médiateur. C'est ce que l'Europe et les Français ont perdu. C'est ce que l'Europe a fait. On va revenir légèrement sur ces BRICS. Les BRICS dont on sait qu'ils ont... Alors, ils n'ont pas beaucoup d'institutions. Ils ont un fonds commun, un fonds d'investissement en commun. Ouais. Ils ont une nouvelle banque de développement. Alors, ça, depuis plusieurs années déjà. Oui. Est-ce que c'est, selon vous, une alternative crédible, puisqu'ils sont quand même en recherche de crédibilité au niveau des institutions mondiales? Est-ce que c'est une alternative crédible à la Banque mondiale, au FMI, Banque mondiale et FMI notamment? Oui, parce que c'est une banque qui, à la différence de la Banque mondiale et du FMI, ne pose pas de conditions politiques. C'est que si vous recevez des prêts du FMI ou de la Banque mondiale, vous devez faire un certain nombre de réformes, etc. Ce n'est pas le cas de la Banque de développement des BRICS. Dans sa gestion aussi, la gestion elle est beaucoup plus équilibrée. La Banque mondiale et la FMI, ce sont deux structures dominées par les États-Unis, les Occidentaux, mais les États-Unis essentiellement. Ce n'est pas le cas de la Banque de développement. Elle est présidée, vous le savez, par l'ancienne présidente Dilma Rousseff du Brésil. Et c'est un gage pour les pays africains, notamment, mais c'est aussi pour certains pays asiatiques, d'avoir des soutiens financiers, des prêts, avec moins de pression politique. Vous savez d'ailleurs, vous savez peut-être pas, mais en 2015, pendant la crise grecque, Alexis Tsipras, Premier ministre grec, quand on ne savait pas s'il aurait le soutien de la Banque européenne et de la Banque mondiale, a fait des démarches auprès de la Banque de développement des BRICS. Vous savez par exemple aussi que parmi les pays qui se rapprochent des BRICS aujourd'hui, il y a la Serbie, pays qui veut aussi rejoindre l'Union européenne. Donc il y a, je crois là, un faisceau intéressant
de complémentarité possible. J'en suis l'avocat entre l'Union européenne et les BRICS. Et malheureusement, on va peut-être se faire doubler depuis avant-hier par les États-Unis, parce qu'on est resté tellement figé, enfin, certains de nos leaders et l'administration de Bruxelles, tellement figés sur de l'idéologie, et on ne voit pas les vraies évolutions. Ouais, vous êtes nombreux à nous dire effectivement qu'il y a peut-être un problème dans l'Union européenne qui n'arrive pas à prendre des décisions rapides comme elle devrait le faire actuellement dans un monde qui va hyper vite actuellement. Ça, c'est vrai aussi. Les élections européennes se sont tenues le 9 juin. La nouvelle Commission européenne n'est toujours pas installée. Elle sera installée au début janvier. Donc on a perdu 6 mois. On a perdu 6 mois. Est-ce que selon vous, donc vous nous aviez dit la dernière fois que c'était la Chine quand même qui était à la manœuvre derrière cette notion, cette philosophie BRICS. Est-ce que l'Inde doit également compter? Est-ce que cette dédollarisation, qui peut être finalement chimérique, comme vous nous le dites, peut se faire sans l'Inde? Je crois que l'Inde est en train de devenir un acteur pivot et un acteur majeur des BRICS, aussi avec l'élection de Donald Trump. Parce que l'Inde est aussi un pays, Narendra Modi est un leader souverainiste, India First, tout à fait, mais il est aussi le président de la plus grande démocratie du monde, avec des imperfections, mais c'est la plus grande démocratie du monde. Il a d'excellentes relations avec les États-Unis, de très bonnes relations avec la Russie, et peut-être vous avez noté, mais lors du sommet de Kazan, il y a eu un rapprochement, il y a eu de longues discussions entre les deux leaders de Chine et d'Inde, et on sent qu'il y a de nouveau un dialogue. Moi, vous savez, je suis par ailleurs un grand démocrate, donc je n'ai aucune sympathie pour le régime autoritaire ou dictatoriaux, mais la manière de faire évoluer la Chine vers plus de démocratie, c'est de continuer le dialogue avec eux, c'est d'être effectivement sourcilleux, mais de ne pas imposer des sanctions, de ne pas, faire des discours, mais avoir des relations concrètes, développer les contacts, et tout doucement, les choses peuvent évoluer. Et je crois que c'est la théorie, c'est la pratique de l'Inde. Donc moi, je vois l'Inde devenant comme un peu le pivot des BRICS. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les BRICS ont aussi une origine indienne, parce que les BRICS sont inspirés également du mouvement des non-alignés. Ça date des années 50, 60, avec Nehru, Tito, Nasser, et ce mouvement existe toujours, et ils sont en train de se rapprocher aussi des BRICS. Donc il y a une philosophie d'un nouvel alignement, d'un nouvel ordre mondial, et les BRICS, comme je le disais, c'est le véhicule de ce nouvel ordre mondial. Et je crois qu'aussi pour les investisseurs, pour les marchés financiers, moi je pense que, contrairement peut-être à d'autres, l'élection d'avant-hier est une bonne nouvelle, parce que ça va nous amener la paix. Moi, je suis persuadé... C'est ce que vous nous avez dit la semaine dernière. Je suis persuadé que Donald Trump pourra convaincre Vladimir Poutine et convaincre aussi Vladimir Zelensky de stopper cette horrible guerre, pourra faire pression sur Vladimir Poutine pour freiner l'Iran et freiner les actions qui menacent Israël, sera capable de faire pression aussi sur Benjamin Netanyahou pour accepter un cessez-le-feu au plus vite. Donc je crois que pour les marchés financiers, pour l'économie, si on voyait ce spectre d'une nouvelle guerre mondiale s'effacer, s'éloigner de nous, c'est la meilleure nouvelle possible. C'est la meilleure nouvelle possible, c'est ce que vous nous disiez la semaine dernière, alors Donald Trump n'était pas encore arrivé au pouvoir, mais vous disiez que l'élargissement des BRICS, la montée en puissance des BRICS, c'était une bonne nouvelle pour l'équilibre du monde. Vous nous dites que désormais l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, c'est aussi une bonne nouvelle pour l'équilibre du monde. Donc tout ça, écoutez, Monsieur Malos, c'est un discours qu'on entend très peu, et je vous en remercie beaucoup, parce que c'est toujours bien d'avoir un discours alternatif, et d'autant plus venant de votre part. Une dernière chose, vous avez évoqué l'entrée de la Turquie qui frappe à la porte des BRICS. Je rappelle qu'en même temps, la Turquie a déposé un dossier de candidature à l'admission à l'Union européenne. Encore une fois, l'UE a laissé passer le train, aurait dû laisser la Turquie rentrer. Non, parce que il y avait beaucoup d'autres problèmes. Vous savez, la candidature de la Turquie à l'Union européenne, c'est une vieille histoire. Il y a un accord commercial qui date des années 60 et des négociations qui ont commencé dans les années 90. Donc c'est une vieille histoire. Aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus de cette adhésion de la Turquie. Moi, je ne pense pas que l'Union européenne doit s'étendre indéfiniment. Je crois qu'on s'est élargi trop rapidement. Moi, j'étais pour l'élargissement, mais trop rapidement. On n'a pas assez, préparé les pays à rejoindre l'équipe européenne. La réalité aujourd'hui, c'est que Roumanie, Bulgarie n'étaient pas prêtes et qu'il y a encore plein de problèmes, énormément de problèmes de corruption, d'une économie qui ne fonctionne pas comme devrait fonctionner une économie moderne. Donc, on a fait les choses trop vite.
on les a trop habitués aussi à un système de subvention permanente, ce qui fait qu'avant ils étaient clients de l'URSS, maintenant ils étaient clients de Moscou, maintenant ils sont devenus clients de Bruxelles. Donc tout ceci n'est pas très sain. Il faut donner du temps au temps. Donc je ne crois pas que la Turquie aujourd'hui soit prête à rejoindre l'Union européenne. Je ne crois pas que ce soit non plus notre intérêt, mais d'avoir des relations cordiales avec elle. C'est pour ça que les BRICS, ça offre, je dirais, un cadre de relations équilibrées, respectant la souveraineté et respectant, chacun défendant ses valeurs, chacun défendant son modèle, sans vouloir l'imposer aux autres. Et si vous écoutez Donald Trump, c'est un peu ce qu'il dit. Donc moi, je vois les BRICS et tout ce dont on parle comme une évolution géopolitique plutôt favorable. C'est mieux ça que ce qu'on entendait il y a quelques semaines sous l'équipe Biden-Harris, où on se sentait, avec même certains Européens va-t-en-guerre, on se sentait proche d'une troisième guerre mondiale. Franchement, je préfère l'atmosphère d'aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Malos, d'avoir été avec nous ce matin. Monsieur Henri Malos, vous êtes ancien président du comité économique et social européen. Vous êtes désormais président du think tank Vocal Europe. Avec nous pour parler géopolitique, je vous en remercie beaucoup. Nous a éclairé sous un œil totalement nouveau et c'est très important. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci. Quand vous voulez. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir, monsieur Malos. Bonne journée à vous également. On marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 8 novembre. À tout de suite sur Téléfinance.